Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, le Bitcoin explose et aujourd'hui on va parler de notions très importantes à garder en tête puisque tout le monde est en train de se jeter pour investir dans les crypto-monnaies. Je vais essayer de donner quelques bases. C'est pas que des bases de débutants, donc même si vous me suivez depuis un moment, il y a quelques notions que vous allez apprendre et qui vont vous servir. On va parler d'AIO, la grosse mode en ce moment. Beaucoup de gens en disent du mal, mais globalement, on peut gagner beaucoup d'argent avec. Je vais vous donner les pièges à éviter et je vais vous expliquer pourquoi, mathématiquement, on gagne de l'argent avec les AIO. Et quand vous aurez compris ça, vous serez à même de dire si c'est sain ou si c'est malsain, mais au moins vous aurez compris. Et à ce moment-là, vous saurez quel plan vous devez saisir et quel plan, au contraire, c'est risqué pour vous, vous devriez ne pas y aller. Le deuxième point, c'est globalement ce marché. Ce marché explose. Le Bitcoin, il est presque à 9000 $, 8800 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il est minuit, on est le 28-05. Ça a explosé, alors beaucoup de gens attendaient ce moment-là, ça commençait à se compresser, c'est-à-dire que le Bitcoin commençait à se stabiliser, et à un moment ça devait péter à la hausse ou à la baisse, et on a pété la résistance, donc le Bitcoin part à la hausse. Encore une fois, globalement les gens sont confus, même les bons traders, certains disent que ça va monter, d'autres que ça va descendre, bref, la même musique que l'on connaît, mais pour l'instant, la tendance semble se dessiner à la hausse. Il y a quelques semaines, j'étais également dans le doute, je savais pas du tout où ça allait partir, et là globalement, je pense que c'est très clair, on est parti sur un mouvement haussier. Est-ce qu'il va durer ou pas? C'est pas ça que je viens traiter aujourd'hui. On vient traiter les AIO, je vais parler très rapidement des ICO, et surtout deux notions super importantes que vous devez maîtriser, même si vous mettez qu'un seul centime dans la crypto-monnaie. Premièrement, la circulating supply, alors ça c'est vraiment un truc de débutant. Prenez l'exemple du Stellar Lumen et du Tezos. Ça, c'est un truc très important. Alors, ça concerne vraiment que les débutants. Les autres l'ont compris depuis longtemps. La circulating supply, c'est le nombre de tokens en circulation d'une crypto-monnaie. Les plus gros débutants me disent, il y a une crypto-monnaie à 1 €, elle est mieux qu'une crypto-monnaie à 50 centimes. C'est pas vrai. Si la crypto-monnaie à 1 €, il y en a 10 qui existent dans le monde, et que la crypto-monnaie à 50 centimes, il y en a 50 000, eh bien globalement, c'est quand même la crypto-monnaie à 50 centimes qui a le plus de valeur. Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est pas juste le prix qui définit la rareté ou du moins la valeur, la valorisation globale d'un projet dans la crypto-monnaie. Prenons cet exemple ici. On voit que le Stellar est en 9e position au market cap mondial, alors que le Tezos, lui, est en 16e. Pourtant, le Tezos est à 1,64 $, et le Stellar est à 13 centimes. Sauf que Stellar, il faut regarder le circulating supply. Il y en a 19 milliards en circulation. Donc oui, ce sont des tokens à 10 centimes, mais il y en a des milliards et des milliards qui existent. Alors que pour le Tezos, il est à 1,64 €, mais il n'y en a que 660 millions. Et ça, c'est important à saisir. C'est le premier point. C'était le plus simple. Maintenant, on va parler de la liquidité. Alors, ça ne concerne pas les plus grosses crypto-monnaies. Là, vous l'avez compris, d'accord, il n'y a pas que le prix, il y a également le nombre de tokens en circulation. C'est un truc de base que tout le monde regarde. La liquidité, c'est super important. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un asset liquide ou un asset illiquide. Et à quel point ça peut être dangereux pour eux. Parce que si vous achetez une crypto-monnaie qui n'est pas très connue et qu'elle est totalement illiquide, ben c'est possible que vous ne puissiez jamais revendre votre crypto-monnaie. Ou alors que vous perdiez tout ce que vous avez en revendant. Je vais vous faire un petit schéma qui va vous expliquer la liquidité, comment ça marche, et surtout vous montrer comment on le regarde. Parce que globalement, on ne peut pas voir tout de suite sur Google en un coup d'œil si c'est très liquide. Il faut aller regarder ce qu'on appelle un order book, et c'est ça que je vais vous dessiner pour expliquer aux plus débutants comment on évite de se faire avoir. Ceci est un order book. D'accord? Il y en a un dans toutes les paires d'échanges de crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Euro ou que ce soit USDT, EOS. Vous pouvez avoir un order book. Ça représente les gens qui l'achètent et le prix auquel ils sont prêts à le payer, les gens qui le vendent et le prix auquel ils sont prêts à se débarrasser de la crypto-monnaie. On prend pour exemple le Bitcoin, d'accord? Juste pour avoir un nom. En réalité, vous vous doutez bien que le Bitcoin, il n'y a personne qui l'achète à 8 € et surtout personne qui le vend à 10 €. C'est juste pour l'exemple, évidemment. Globalement, ce que ça veut dire, là, on a les acheteurs, d'accord, donc les buyers à gauche, et là, on a les vendeurs, c'est-à-dire les sellers, à droite. On appelle souvent ça les takers, ceux qui achètent, et les makers, ceux qui proposent. Là, globalement, et le mot liquidité arrive, ne vous inquiétez pas, ça, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est l'écart entre les deux personnes qui sont prêtes à acheter et à vendre, mais ça ne se touche pas. Parce que si ça se touchait, s'il y a quelqu'un qui était prêt à vendre à 9 € et quelqu'un qui était prêt à acheter à 9 €, eh bien instantanément le Bitcoin passerait du vendeur à l'acheteur et l'argent
passerait de l'acheteur au vendeur qui est parti avec ses 9 euros. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Première chose à savoir, c'est que déjà quand il y a un spread aussi gros, c'est-à-dire qu'entre l'acheteur et le vendeur, quand il y a 20% du prix, parce qu'on passe de 8 euros à 10 euros, généralement c'est plus 8,01 et 8,009 par exemple. C'est plutôt ça un spread. Là, il n'y a pas du tout de liquidité. C'est-à-dire que si vous allez sur Google et que vous tapez quel est le prix du Bitcoin, s'il n'y a que ça sur la planète, qu'il n'y a qu'un seul échange, eh bien, ça va regarder la moitié du spread, donc entre 8 et 9 euros, et Google, il va vous dire le prix du Bitcoin est de 9 euros. Parce que c'est la moyenne entre le prix d'achat et le prix de vente. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Premièrement, donc ce qu'on voit sur Google, c'est pas vrai. De plus, là, vous arrivez avec vos 9 euros, vous pensez que vous pouvez acheter un Bitcoin, et vous regardez, vous vous dites merde. Le premier achat que je peux faire, il est à 10 euros. Eh bien, c'est peut-être vrai pour un seul Bitcoin. Peut-être que le deuxième Bitcoin, il n'est pas à 10 euros. Peut-être que le deuxième Bitcoin, lui, il va être à 11 euros. C'est ça qu'il faut voir. Donc, si vous voulez acheter un Bitcoin, ok, vous allez globalement l'avoir vers les 9 euros, vous allez pouvoir l'acheter à 10. Mais si vous voulez acheter 50 Bitcoins, eh bien, il y a de grandes chances que le premier Bitcoin, vous l'ayez à 10 et que le deuxième Bitcoin, vous l'ayez à 15 euros. Alors le Bitcoin, encore une fois, c'est un exemple. En réalité, le Bitcoin, à part si vous voulez en acheter des millions et des millions, vous allez pouvoir acheter au même prix que le marché, c'est-à-dire au prix de Google en quelque sorte, parce qu'il y a tellement de vendeurs et tellement d'acheteurs, l'order book il ressemble plutôt à ça. Je vous en fais un mini. En fait, c'est tellement gros, c'est plutôt comme ça l'order book du Bitcoin. Il y a plein de gens qui vendent, plein de gens qui achètent. Donc globalement, même si vous voulez acheter beaucoup, vous allez pouvoir acheter d'un coup. Alors que là, dès que vous voulez acheter un petit peu beaucoup en quantité, vous allez soit, si vous êtes acheteur, augmenter le prix énormément d'un coup. Là, vous l'avez vu, hein, vous en achetez deux, le prix devient déjà à 11 euros sur Google. Et à l'inverse, imaginez quelqu'un qui vient et qui vend. Première vente, il va vendre à 8 euros, donc le prix de Google va se mettre à 8. Et imaginez, il en vend 5 ou 6, il peut vite faire descendre le prix à 6 euros, par exemple. Ça, c'est l'importance de la liquidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et s'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, eh bien le prix peut très rapidement s'effondrer. C'est-à-dire qu'une personne qui vient là, bien entendu, dans mon exemple, et qui décide de vendre, je ne sais pas moi, 40 bitcoins, eh bien le premier bitcoin, il va effectivement le vendre à 8 euros, mais le dernier bitcoin, il va sûrement le vendre à 4 euros. Et en moyenne, il aura vendu ses 40 bitcoins vers les 6 euros. Voilà pourquoi, des fois, quand vous faites une masternode qui est totalement illiquide, vous regardez, il vous faut 1000 jetons pour faire la masternode, le jeton est à 70 centimes. En réalité, le jeton, il est plutôt à 75 ou 76 centimes. Parce que si vous allez en acheter 1000, eh bien, vous allez faire augmenter un petit peu le prix. Ça, c'est très important à comprendre, parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de liquidité, que ce soit pas beaucoup d'acheteurs, mais beaucoup de vendeurs, ou l'inverse, pas beaucoup de vendeurs mais énormément d'acheteurs, eh bien ça peut modifier le prix. Une seule personne sur un marché où il n'y a pas beaucoup de liquidité, où il n'y a pas beaucoup de volume, le volume en fait c'est tout ça. Eh bien c'est une personne qui à elle seule peut beaucoup faire bouger le prix. Et c'est important à regarder quand vous allez acheter une crypto-monnaie, parce que si vous voulez investir une grosse quantité sur une monnaie qui n'est pas beaucoup liquide, ben déjà, soit vous allez être très patient et vous allez attendre tous les jours les bonnes opportunités pour acheter à 10 euros, et vous n'allez pas tout acheter d'un coup, parce que sinon vous allez payer trop cher. Ou alors, vous arrivez à trouver quelqu'un qui peut vous vendre d'un coup, il se met d'accord avec vous, il vous dit « Ok, je suis prêt à t'en vendre 50 à ce prix-là, à 10 euros. » Ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs une partie du travail des OTC. Bref, trop compliqué pour l'instant. Ce que je veux vous dire, c'est que faites attention à ne pas rentrer dans des pièges comme ça, car si vous achetez une grosse quantité d'une crypto-monnaie illiquide, le jour où vous voudrez vendre, imaginez que vous avez fait x2, eh bien le jour où vous voudrez vendre, en vendant vous, tout seul, vous allez tellement faire effondrer le prix que vous allez vous retrouver à vendre vos propres cryptos qui avaient pris de la valeur beaucoup moins cher et c'est dommage. Maintenant, on va parler des IEO et des ICO. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de liquidité. C'est parce que quand je vais vous parler des IEO, je vais aborder le terme liquidité et là, vous allez comprendre à quel point la liquidité est importante dans l'IEO et c'est ce qui fait son effet de levier. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Puisque maintenant, vous avez cette base. Si vous ne l'aviez pas déjà. Il faut comprendre que les IEO et les ICO sont des méthodes de financement. ICO, c'est Initial Coin Offering, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez jamais vue, je mets une petite fiche. Les IEO, on va dire que c'est un petit peu comme une ICO, d'accord, sauf que le token existe déjà, et c'est un échange qui le propose pour la première fois. En gros, un token qui existait mais qu'il n'était listé nulle part, il n'était sur aucun échange, eh bien pour la première fois, il va être listé en IEO sur un exemple tout bête. Binance va en vendre à 2 centimes pièce le 5 juin, par exemple. Ça, c'est une IEO. Les gens s'inscrivent à la liste de l'IEO, tout le monde s'inscrit.
les échanges ont plus ou moins de règles. Par exemple, sur Binance, il faut avoir des Binance Coins de stocker. À chaque fois que vous en avez 100, vous avez un ticket de loterie. Maximum, vous en avez 500. Si vous avez 500 Binance Coins, vous avez le droit à 5 tickets de loterie. Et à un moment, ça tire au hasard. Et s'il y a de la place pour 40 000 personnes et qu'il y en a 70 000 qui sont dans la liste d'attente, eh bien, ça va prendre à peu près la moitié des gens et ils vont avoir le droit d'investir. C'est pour vous donner un exemple. Ensuite, les gens, ils ont le droit d'investir 200 € par ticket. Donc, si vous avez 5 tickets et que vous avez été tiré au sort 5 fois, vous pouvez investir 1 000 €. Et là, dans les IEO, pour le moment, parce que ça va changer, vous mettez 1 000 €, vous êtes presque sûr, en tout cas sur les gros échanges comme Binance, de faire entre x2 et x7. Donc, c'est forcément une opportunité et tout le monde se jette sur les IEO parce que tout le monde est presque sûr de faire de la plus-value. Alors, vous allez me dire, un truc où on est presque sûr de gagner de l'argent, pourquoi il y a des gens qui se plaignent? Pourquoi il y a des gens qui disent que c'est malsain? Je vois vraiment pas en quoi c'est malsain si tout le monde gagne tout le temps. Eh bien, en fait, tout le monde gagne, oui, mais c'est une impression. C'est-à-dire qu'on gagne vraiment l'argent, mais globalement, il y a quelque chose de malsain qui est fait avec l'introduction de ce token-là. Et ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Juste avant de vous expliquer ça, les ICO, il y a un truc qui me met en désaccord tout le temps, quelle que soit la personne que je croise, et même une personne pertinente dans le monde de la blockchain. Donc, à vous de joindre mon avis ou non, mais c'est juste mon avis, hein, c'est vraiment pas une généralité que je vais vous donner là. Les ICO, pour moi, c'est extraordinaire. C'est une super méthode de financement. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a eu la mode des ICO, décembre 2017. Tous les projets qui lançaient une ICO récoltaient des millions et des millions d'euros. Un bon projet qui avait un vrai but et qui résolvait un vrai problème, mais aussi un projet pourri, qui était juste une arnaque, eh ben, il allait réussir son ICO parce qu'il était là dans la bonne période. Donc là, les ICO, c'est extraordinaire, nouvelle méthode de financement, c'est révolutionnaire. Puis après, la mode des ICO passe, les crypto-monnaies commencent à s'effondrer, et là, globalement, tous les projets qui se lançaient se cassaient la gueule, que ce soit un bon projet, encore une fois, ou un scam pourri. Tous les projets se cassaient la gueule. Et là, on disait, ouais, les ICO, c'est fini, c'est une arnaque, c'est un scam. J'ai détesté cette mentalité. Quand ça marche, c'est génial. Quand ça marche pas, c'est nul. En réalité, ça change en rien le fondamental de la technologie de l'ICO. C'est comme le Bitcoin. Si demain le Bitcoin tombe à 2000 €, c'est pas parce qu'il est moins fiable ou parce qu'il fonctionne moins bien. C'est juste parce que le trading et la spéculation là, fait chuter son prix. Ben, c'est pareil pour les ICO. Les ICO, c'est extraordinaire, c'est super efficace. Le problème qu'il y a, c'est que c'est plus la mode. C'est-à-dire que tous ceux qui ont démarré au bon moment, ben, ils ont réussi leur ICO. Et en ce moment, on estime que c'est plus la mode. Alors c'est en train de revenir, parce qu'après la hausse et après la baisse, on arrive à un moment stable où globalement, ça devient simplement une méthode pour lever des fonds. Et ça, c'est plus intelligent. C'est ça que je voulais vous dire. Prenez un peu de recul aux gens qui disent que les ICO c'est génial ou que les gens ils disent que les ICO c'est horrible. La méthode de financement est intéressante et elle permet de régler plein de problèmes de l'économie qu'on ne pouvait pas régler avant avec les méthodes de financement traditionnelles. Maintenant qu'il y a l'ICO qui existe, il faut éviter que ce soit un mood. Quand vous voyez les gens qui disent « cette ICO est très intéressante », c'est une chose. Quand vous parlez aux gens et qui vous disent « ouais, les ICO, faut investir dans toutes les ICO », ces gens n'ont pas compris. Une ICO, c'est une méthode de financement pour une entreprise. Il y a des bonnes et des mauvaises entreprises. C'est ça qu'il faut regarder. C'est les projets qu'il faut regarder, le fondamental, et pas la méthode qu'ils utilisent. C'est vraiment important de le garder en tête. Et bien pour les IEO, c'est la même chose. Les IEO, c'est une super bonne méthode de financement lancée par les échanges, d'accord, qui vont pour la toute première fois proposer un prix à une crypto-monnaie. Et à chaque fois, comme par hasard, ça explose à la hausse. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ça explose à la hausse et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes disent que c'est malsain ou que c'est pas correct. Mais quoi qu'il arrive, l'IEO est une bonne méthode de financement, d'accord ? Et la plupart du temps, du moins pour le moment parce que c'est la mode, on gagne de l'argent. Ce sera peut-être plus le cas à l'avenir. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'ils vont proposer une petite quantité de tokens. Imaginons que je vais lister le QG, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste ce que je vois sur cette boîte. Je vais lister le token QG, d'accord ? On imagine que je suis Binance. Évidemment, hein, désolé de toujours les prendre en exemple, mais c'est les numéros 1 quand même. Ce que je vais faire, c'est que je discute avec l'équipe de QG. Je vois que le token, il vaut à peu près 5 centimes, c'est sa vraie valeur. Eh bien moi, je vais volontairement en vendre un tout petit peu, très peu de liquidité à l'achat, très peu de liquidité à la vente, mais aucune à l'achat, puisque je suis la toute première personne de la planète à lister ce token, donc il n'y a pas encore d'acheteurs et de vendeurs comme dans la courbe que je vous ai montrée, et j'en vends un tout petit peu. Ce qui veut dire que, imaginons qu'il y en ait 1 milliard qui existe, ben je vais en vendre 1 million ou 5 millions, et je vais le vendre à 1 centime au lieu de 5. Ce qui se passe, c'est que le très peu de gens qui va acheter ces tokens-là, ils vont l'acheter à 1 centime, et 10 minutes après,
quand d'un coup on va lâcher l'offre et la demande, donc tous les acheteurs et tous les vendeurs, et bien d'un coup, naturellement, le prix va augmenter énormément et il va revenir à sa vraie valeur, c'est-à-dire à peu près 5 centimes. Ce qui se passe, c'est que le peu de gens qui ont acheté 1 centime vont dire « Ouais, moi j'ai fait x5 », donc grosse bulle marketing, beaucoup de paroles et ça va se partager parce que quand vous faites x5, vous en parlez autour de vous. Vous redorez bien l'image de l'AIO en mode « Ouais, les AIO, c'est sûr, on gagne à chaque fois ». Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a très peu de gens qui participent aux AIO parce qu'il y a très peu de place. Et ça devient de plus en plus sélectif, forcément, parce que c'est ceux qui peuvent rentrer qui vont acheter les tokens beaucoup moins chers. Et surtout, on a l'impression que les tokens explosent et prennent toujours de la valeur, alors qu'en réalité, c'est un montage mathématique. On met juste un tout petit peu de liquidité, beaucoup moins cher, et on est sûr et certain qu'on va tout vendre d'un coup. Donc on voit Binance qui dit « On a tout vendu en 13 secondes ». Oui, vous avez vendu le peu de stock que vous avez accepté de vendre. Et on a fait faire x7 au token. Non, le token, il a repris sa valeur de base et il a terminé à x7 parce qu'en réalité, il était 7 fois plus cher que ce que vous avez vendu. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Quoi qu'il arrive et détaché de tout ça, après ça, le token est listé sur la plateforme. Il a eu une introduction. Ça lui donne une bonne image au début en mode ses débuts étaient héroïques. Et en plus de ça, le peu de gens qui ont réussi à l'acheter au départ ont gagné de l'argent. Donc pour moi, c'est pas malsain. C'est malsain le côté marketing quand on dit « Ouais, ça a explosé, on a vendu ça super vite, tout le monde en voulait ». Oui, si demain j'achète des iPhones et que je les vends à 50 € pièce, des iPhones 9, je peux démarrer ma boutique et dire « Waouh, j'ai vendu tous mes produits en 1 heure ». C'est vrai. Mais j'ai perdu de l'argent, ou du moins, même si c'était des iPhones qu'on m'avait donnés, on m'a en gros offert un départ réussi. J'étais sûr de vendre tous mes produits. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Après, globalement, regardez des projets intéressants. Essayez d'avoir des places dans les AIO et essayez de faire un x2 ou x3, c'est intéressant. En plus, ce qui me plaît bien, c'est que généralement, on ne peut pas mettre de grosses sommes. On peut mettre 1000, des fois 1500 €, mais on ne peut pas mettre 100 000 € sur une AIO. C'est pas possible. En tout cas, pas sur les gros échanges. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça reste raisonnable du coup. Et qu'il y a plein de gens qui profitent de ce petit bonus. C'est ça qui est intéressant. Donc, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous demander de prendre du recul. L'AIO, c'est une bonne méthode de financement et d'introduction d'un token sur un échange. Ça va faire gagner de l'argent à pas mal de personnes. Globalement, les risques sont limités, donc c'est intéressant aussi. Il faut juste avoir en tête, quand on entend les gens dire « Ouais, on a réussi à faire x7 lors de notre premier listing », vous leur demandez « Est-ce que c'était une AIO ?» Et là, vous allez voir quelle était la liquidité. En gros, s'ils ont une circulating supply de 20 millions de tokens et qu'ils ont mis 200 000 tokens à l'AIO, vous avez compris. Ils ont fait exprès de brader des tokens en dessous de leur prix pour pouvoir dire que ça a explosé à la hausse. Si vous étiez l'un des heureux qui a pu acheter quelques tokens et qui a pu faire un x5, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, si ce n'était pas le cas, réfléchissez bien et gardez ces informations en tête pour les projets dont on vous parle. Alors, pour reprendre notre exemple avec l'AIO, on avait dit que c'était le QG, notre token, je crois, je sais pas pourquoi, mais genre, on reprend notre exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui se passe, en fait, c'est une espèce de manipulation de la supply. Les gens ne le savent pas, mais comme en gros, il n'y a pas encore de vendeurs et d'acheteurs sur la planète, ils se mettent d'accord avec le projet, ce qui est sain hein, pour le projet, globalement. Moi, j'entends que des très gros projets faire ça, du moins pour l'instant. Surtout sur les gros échanges. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas encore de vendeurs. Ils évaluent le token, ils se disent, bon, votre token, votre entreprise, ce que vous avez créé, ça vaut environ, je sais pas moi, on va dire 7 € pièce. D'accord? Eh bien nous, ce qu'on va faire, sachant que le vrai prix c'est 7, on va en vendre un tout petit peu, vraiment très peu, et on va le vendre à 1 €. Hop. Ce qui se passe, c'est que là, il y a une très petite quantité. On va dire que la quantité, c'est ça. La quantité, on va dire qu'il y a genre 10 000 tokens. Plein de gens comme vous et moi, évidemment, vont s'inscrire à l'AIO pour essayer d'avoir leur part de ce morceau-là, en gros. D'un coup, évidemment, dès que tout a été prévendu, parce qu'on s'inscrit en plus dans ces trucs-là, dès que tout ça, ça a été prévendu, instantanément, Binance va distribuer tous ces tokens-là à 1 €. Même s'il n'en distribue que 10 000, alors qu'en réalité, le projet, il en a des millions et des millions. Et d'un coup, Binance, il laisse toutes les personnes acheter et vendre. Basiquement, il n'y a pas que ceux qui viennent d'acheter qui peuvent vendre. Il y a également plein d'autres gens, notamment des market makers et des logiciels exprès qui vont définir le nouveau prix et qui vont commencer en mode on va commencer à, on va dire, entre 6 et 8 €, comme c'était 7. On met une fausse demande, on met une fausse offre. Les gens qui ont acheté à 1 €, ils revendent tout de suite ici, tout de suite, donc ils vont vendre entre 6 et 8 €. Ils vont faire baisser un petit peu le prix, le nouveau prix au milieu,
ça va devenir environ 5 euros. Et voilà, c'est parti. Tous ceux qui ont acheté, ils vont pouvoir se mettre à vendre et ils vont commencer à faire de la liquidité à la vente parce que c'est ceux qui ont acheté moins cher. Et tous ceux qui se sont dit waouh, c'est un token qui il a fait x5 lors de la IO, j'aimerais bien en avoir aussi, moi j'y crois sur le long terme. Eh bien, ils se mettent à constituer la demande. S'il n'y a que 5 personnes sur l'échange, ça ne marche pas. Mais si c'est un gros échange et qu'ici vous avez 50 000 personnes et qu'ici vous en avez 50 000, bingo! Le token est lancé, son prix est de 5 euros. Certaines personnes ont déjà fait x5 ou x7 grâce à notre IO. Et vous avez compris le modèle. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à l'image de tout à l'heure et de la boutique qui vend des téléphones beaucoup moins chers, il y a quand même une vingtaine ou une trentaine de chanceux qui sont partis avec un iPhone à 50 euros. Ben, c'est la même chose. Faut comprendre que c'est une manipulation marketing et que c'est fait pour, faut l'avoir en tête, mais ça profite à certains et il fallait simplement que ce soit clair. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Mon objectif à moi, c'était simplement de vous donner un petit peu de data. C'est de la data financière, la liquidité. Et en tout cas, c'est sur la liquidité ou le peu d'offres disponibles que joue l'IO pour donner l'impression que c'est tout le temps une grosse réussite. Il faut avoir ça en tête. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. méthode de financement, je pense. Ça dépend de chaque entreprise et de son besoin à l'instant T. Il faut toutes les connaître, il faut toutes les regarder. Et un jour, si ça vous intéresse, on pourra faire un récap de tout ce qui existe. IO, ICO, dont je vous ai parlé, mais il y a aussi par exemple les STO. C'est quelque chose que j'aimerais aborder. Si ça vous intéresse, on pourrait le faire dans une prochaine vidéo. Excusez-moi si des fois ma langue fourche un petit peu. Il est tard. Je parle toujours très vite parce que l'énergie, ça déborde en ce moment et on doit faire des milliers de choses. Depuis que les cryptos explosent, vous n'imaginez pas la tête de mon Facebook, de mon Twitter et des autres réseaux. Je suis désolé à ceux que je ne réponds pas. Ça devient littéralement hardcore pour moi. Je fais de mon mieux, je me couche très tard et on travaille de plus en plus, que ce soit dans nos sociétés ou sur ma chaîne YouTube. On va garder le cap et on va essayer de vous faire encore plus de contenu. C'était Asher, je vous remercie et si ça vous a plu, abonnez-vous. Il faudra que tu mettes en x09 la lecture. Pourquoi? Je pense que ça se verra même pas. Tu regardes, mais si tu peux un petit peu, tu le feras. Ça roule? Un tout petit peu. Je veux pas que ça se voit, mais là, globalement, je vais très vite. Là, je vais très vite. Parce que j'adore ce que je dis. Je le vois.